Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture parce que j'accumule les lectures et voilà, j'ai pas fait de point lecture. J'en ai fait un il y a pas longtemps, mais j'avais pas trouvé le temps d'en refilmer un alors que j'avais d'autres vidéos en avance. Et puis bon, les circonstances ont fait que j'ai pas pu tourner tout de suite ce point lecture. Donc j'ai mis une autre vidéo qui parle de mes sagas en cours à la place. Mais là, je me dis, il faut que je m'y mette parce que j'ai encore des lectures du mois de février quand même à vous présenter. Donc, il va être temps. Alors, je ne les ai pas mises par ordre de préférence. Je les ai mises par ordre de lecture. Alors, le tout premier, alors, vous m'excuserez parce que entre le fait que j'ai pas dormi beaucoup cette nuit et les lectures qui remontent au mois de février, j'espère être à peu près voilà, claire dans mes explications du livre. Le tout premier dont je vais vous parler, c'est Cristal, tome 1, l'effet miroir de Julien Cordier, ça commence bien. Là, on est plus dans un policier thriller. Je trouvais qu'il y avait une petite touche de Dark Academia aussi, mais vraiment petite. Hein, vous attendez pas à, voilà, au Maître des Illusions, ou à la Scholomance ou à Ali Bardugo, c'est pas ça. C'est une petite touche de, voilà, de Dark Academia. En fait, on va suivre Édouard et Juliane qui vivent en Allemagne. Ils sont mariés, ils s'aiment depuis des années. Pardon, ils ont un enfant. Jusqu'au jour où Juliane va subitement disparaître. Enfin, ils sont au beau milieu du restaurant et elle s'enfuit en volant une voiture. Donc son mari est arrêté par la police parce qu'on pense qu'il est complice, parce qu'elle a volé une voiture. Et puis surtout, la police va lui apprendre que c'est pas son vrai nom, Juliane, et qu'elle, sa véritable identité, alors son vrai prénom, c'est Christine. Donc, d'où l'affaire Cristal aussi, d'où le titre. Voilà, donc elle aurait usurpé l'identité de quelqu'un d'autre. Donc gros mystère. Donc on va voir le mari enquêter un petit peu, essayer de comprendre ce qui se passe. Et en même temps, on va retourner dans le passé de Christine. Christine qui à la base est une jeune Française très douée, une surdouée même au niveau de tout ce qui est science. Et elle est acceptée, alors je ne vous dis pas de bêtises, au MIT, c'est bien ce qui me semblait, au MIT, donc qui est une l'université la plus connue au niveau des sciences aux États-Unis. Donc, il faut vraiment sacrément montrer patte blanche pour pouvoir intégrer cette université. Elle vit avec sa mère et sa sœur, son père est décédé. Et elle, voilà, elle réussit à avoir une bourse et à être acceptée là-bas. Donc, elle va vite se démarquer du lot. Parce que même là-bas, si c'est que des élèves brillants, elle arrive quand même à être très brillante. D'être très douée, donc elle se fait des amis, tout se passe bien, et elle est repérée par des professeurs qui vont lui parler de, voilà, d'une chose un peu spéciale. Alors c'est vrai que c'est un thriller, c'est du suspense, mais il y a cette petite touche un peu scientifique. Alors il y a quelques explications scientifiques, moi, qui m'ont un petit peu perdue, ou c'était trop scientifique pour moi. Bon, ça n'empêche pas de suivre l'intrigue très facilement, donc c'est pas trop gênant. Et il y a... j'ai perdu le fil de mon idée. Je vous ai dit que ça allait être dur. Oui, donc il y a cette partie scientifique et quelque part, je dirais même un peu science-fiction, si j'ose dire, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un thriller, je voudrais pas non plus voilà, vous dire n'importe quoi. Mais voilà, il y a un petit côté SF puisque cette science n'existe pas, mais pourquoi n'existerait-elle pas un jour? Après tout, on se dit c'est possible. Donc, évidemment, Christine va vouloir participer à ce projet et du là, on va comprendre tout ce qui a pu l'amener voilà, en Allemagne beaucoup plus tard. Alors, on va pas jusqu'au bout, on ne sait pas pourquoi elle est arrivée en Allemagne, on ne sait pas pourquoi elle s'est mariée. Son mari, on se dit, il y a quelque chose aussi. Son mari, il a des secrets, il cache quelque chose, mais je crois que lui-même ne s'en rend pas compte, il ne sait pas. Alors, est-ce qu'il a eu la mémoire effacée ou autre chose? On ne sait pas, mais on sent qu'il y a quelque chose d'assez étrange. Donc, il y a pas mal d'aventures, pas mal de rebondissements. Il y a ce côté, voilà, assez... ouais, je dirais, j'ai pas envie de dire fantastique, mais vraiment une avancée dans les sciences qui bouleverse des tas de choses et qui permettent à Christine d'endosser des rôles et d'avoir des missions
assez diverses et variées et assez prenantes. Donc le livre est assez gros, mais il se lit très facilement. Alors je crois que ce sera une duologie. Il n'y aura pas plus de 2 tomes. Donc, ce qui est très bien aussi pour les sagas. Souvent, comme je vous ai fait une vidéo sur les sagas. Alors, je vous ai pas encore... Je crois que il va falloir que je fasse les sagas 2024 aussi à part. Ensuite, j'ai lu... Alors, il faut que je reprenne exactement les titres, parce que c'est des titres un petit peu à rallonge. Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre les vignettes sur la vidéo. Il s'agit de 2 services presse numériques que j'ai reçus, qui sont un tome 1 et tome 2. Alors, le premier, c'est L'ombre de la foudre, le destin de la prophétesse. Et le second, L'ombre de la tempête, les élus de l'Olympe. C'est de Alexandra G. Laurine. Donc, j'ai eu en service presse, où là, on va plonger dans la mythologie grecque. On va suivre Cassandre. Donc, Cassandre, si vous vous souvenez, dans l'histoire de la guerre de Troie, c'est cette pauvre princesse qui a été maudite, qui était capable de prédire l'avenir, mais qui était maudite par Apollon. Je crois qu'elle s'était refusée à lui, d'ailleurs. Je crois que c'est pour ça qu'elle avait été maudite. Enfin bon, je ne sais pas, elle a dû faire quelque chose qui avait déplu aux dieux. Hein. Vous savez, là-bas, vous leur déplaisez un petit peu, les dieux grecs, flac. Hein. Donc, il l'avait maudite de façon à ce que personne ne croit jamais à ses prédictions. Donc, en fait, quand elle annonce que Troie, la chute de Troie, que les Troyens vont perdre, personne ne la croit, cette pauvre Cassandre. Voilà, donc elle n'a pas une vie super. Donc là, on retrouve en fait une des descendantes de Cassandre. Et on va suivre aussi quelques dieux grecs. Alors certains, on ne les connaît pas tout de suite, même si on reconnaît un petit peu quand même qui ils sont. Avec des dieux qui sont bienveillants, d'autres pas du tout. Voilà, donc on est dans de l'urban fantasy en fait, mais version dieu gréco-romain, puisque ça se passe à notre époque. Donc on va voir un peu les relations de Cassandre avec aussi sa grand-mère, qui a elle aussi un don, avec son compagnon, avec sa meilleure amie. Et puis dans le tome 2, d'autres personnages vont apparaître, vont intervenir, qui vont un peu bouleverser les choses, qui plongent là aussi dans la mythologie grecque, mais pas que la mythologie grecque, dans plusieurs légendes. On a ça aussi dans la religion chrétienne, c'est-à-dire que quand les dieux se rendent compte que les humains ne sont plus à la hauteur des attentes qu'ils avaient envers eux, et ben on crée la religion chrétienne, c'est le déluge. Je crois que dans la religion gréco-romaine, c'était un peu du même style. Et on a ça dans plusieurs religions. Donc, ils se débarrassent des humains. Et pour faire une nouvelle version d'humain, voilà, 2.0, beaucoup plus performante. Voilà, donc on retrouve un petit peu ce trope-là dans le second tome. Et les livres sont assez courts, donc ils se lisent très bien. Moi, j'aime bien l'urban fantasy. Si vous aimez l'urban fantasy, alors en plus là, avec des dieux gréco-romains et qui piochent dans les légendes gréco-romaines, je pense que c'est un livre qui pourrait, enfin 2 tomes qui pourraient aussi vous plaire. La saga est enfin les 2 tomes voilà, sont clôturés, mais on peut imaginer qu'il y ait une suite plus tard. D'ailleurs, l'autrice ne se ferme pas les portes non plus pour d'autres suites. Ensuite, on va repasser au papier. Alors, je suis toujours sur mon petit carnet parce que sinon, en plus, comme ça remonte un petit peu, évidemment, j'ai oublié. Ah ben, on va rester un peu dans le domaine des dieux. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. J'avais reçu en service presse Runborn de Ariel Halls aux éditions Gulfstream. Bon, bien sûr, Gulfstream, comme d'habitude. De toute façon, vous voyez un livre Gulfstream, c'est bien simple. Vous avez envie de l'acheter, rien que pour la beauté du livre. Et puis, c'est vrai que j'avoue que j'aime beaucoup là, ce que je lis d'eux en ce moment. Et vraiment, j'ai reçu 2 services presse et j'ai un 3e qui est arrivé. Vraiment, je suis très, très contente parce que c'est des livres très intéressants. Donc là, on va plutôt parler de mythologie scandinave. Comme vous pouvez le voir, il y a des runes. On va suivre alors 3 jeunes gens. Bon, ces 2-là, je vois qui c'est. Cette personne-là, je suppose que c'est une femme, on voit des cheveux longs, un peu plus mystérieuse. Ils habitent tous les 3 dans un village. Donc on ne sait pas trop, on suppose que c'est voilà, plutôt du côté nordique. Les Vikings n'existent plus et chez les dieux, puisqu'on va avoir aussi une intervention, enfin on va parler des dieux scandinaves et eux ont connu ce qu'on appelle le Ragnarok, hein, qui est leur apocalypse en fait à eux, qui marque la fin des dieux scandinaves pour un renouveau. Et en fait, nos 3 personnages, qui sont des jeunes gens, possèdent chacun une rune et ils vont apprendre que chaque possesseur de rune est en fait relié à un dieu qui a disparu.
et pourrait développer ses pouvoirs. Donc ils ont pour mission de retrouver les autres porteurs de runes. Alors là, on va assister vraiment à une quête initiatique même, puisque voilà, le tome 1 va se focaliser sur Tyr. Donc si vous connaissez un peu la mythologie scandinave, vous savez que Tyr est un dieu scandinave aussi, qui a fait quelque chose de très très héroïque. Je ne vais pas vous en dire trop. Et moi, ça m'a passionnée parce que j'aime bien la plume d'Ariel Holz. Je craque complètement, de plus en plus, je vois. J'aime bien. Là, j'ai son tout dernier qui est sorti. Mais alors, c'est vrai qu'il ressort beaucoup des livres, il faut suivre. Mais j'aime beaucoup sa plume parce que j'avais lu Les Royaumes Immobiles. Enfin, le tome 1, je trouvais que c'était assez différent de Runborn. On part vraiment dans quelque chose de différent. Et son dernier roman est encore assez différent par rapport au résumé. Je ne l'ai pas encore lu. Là, vraiment, on est dans une quête initiatique et c'est classé. Alors, à partir de 15 ans, si je me souviens bien, on avait eu Service Presse, mais je l'ai mis dans un carnet. 15 ans et plutôt dark fantasy parce que c'est vrai qu'il y a des scènes qui peuvent être très dures. Au début, ça va. Mais il arrive quand même des choses terribles à notre jeune personnage. C'est vrai qu'il va vivre des épreuves quand même très compliquées. Je ne m'attendais pas à ça, hein. Je ne l'ai pas vu venir. Je me suis dit, ah oui, quand même. Puis évidemment, vous doutez que les gens qu'il va rencontrer, les porteurs de runes, ne sont pas tous bienveillants. Donc, ça va être un peu compliqué. Et ce qui est super sympa, c'est que vous avez un glossaire à la fin. Donc, encore une fois, je salue le travail d'édition parce que c'est vraiment génial. Alors, vous avez, voilà, glossaire nordique des temps révolus. Donc, c'est, par exemple, le Bifrost, c'est l'arc-en-ciel qui permettait d'aller d'un monde à l'autre, dans la mythologie scandinave. Si vous avez vu la série Viking, il y a quelques termes qui vont vous parler. Un jarl, c'est un chef de clan. Il y a des mots qui vont vous parler. Alors moi, il y en avait que j'ai vu la série Viking, enfin j'ai pas tout vu, mais il y a des trucs que j'ai oubliés, donc je trouvais ça bien, parce que ça vous apprend des choses aussi sur justement la façon de vivre des Vikings, même si on est post-ère Viking, mais c'est quand même très intéressant. Et puis vous avez aussi, voilà, vous avez toutes les runes et les dieux qui y sont associés avec leur pouvoir. Donc j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Voilà, vous avez une belle présentation comme ça à chaque fois, c'est vraiment génial. Et c'est très prenant, et je vous dis, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi sombre, hein. Donc attention quand même, je crois que c'était conseillé à partir de 15 ans. Mais c'était vraiment prenant, c'est vraiment une quête dans tout ce qu'elle peut avoir de terrible, de dramatique, d'aventure, mais aussi de défaite et de perte. Donc c'est vrai que Tyr va être quand même pas mal malmené. Et puis en fait, bon bah évidemment, on a hâte d'avoir la suite. Donc normalement, la suite sort à la rentrée. Donc je pense qu'on va suivre le personnage qui est ici, qui est elle, qui vivait H-E-2-L, qui vivait aussi avec Tyr dans le même village. Et j'ai hâte de savoir ce que Ariel Hall va faire de ce personnage, parce que c'est un personnage très ambigu et j'aimerais comprendre ses raisons. Pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Voilà. Par contre, ce personnage, je ne sais pas qui c'est. Donc, mystère. Après, j'étais là, c'est peut-être une telle ou une telle. Après, j'ai bon, arrête d'échafauder 36 000 plans, tu verras. T'attendras comme tout le monde et tu verras la suite. Mais en tout cas, je vous le conseille si vous aimez tout ce qui a trait à la vie scandinave, à la mythologie scandinave, aux quêtes initiatiques, à l'aventure, tout en ayant un peu de dark dedans. Je vous conseille, c'est vraiment une plume que j'apprécie de plus en plus. J'espère pouvoir commencer quand même assez rapidement les romans qui me restent de cet auteur. Ensuite, là on va changer un petit peu de registre. J'ai lu Hidden Pictures, alors ça fait un petit moment, de Jason Reculac aux éditions Bragelonne. On en avait beaucoup parlé de ce roman-là, il est sorti en poche, hein. Si vous êtes intéressé, voilà, sachez qu'il est en poche. Parce qu'il y avait un truc assez effrayant, c'est-à-dire que vous avez des petits dessins tout mignons. C'est voilà, vous avez dit ça parce qu'en fait, on va suivre une jeune fille qui va devenir la nounou, la jeune fille au père d'un petit garçon, et puis après, vous avez ça.
Voilà. Et tout au long du livre, c'est comme ça. Alors, quand vous voyez les tranches noires qui apparaissent, là, on ne voit pas trop, mais quand je tournais les pages, j'ai qu'est-ce qu'on va avoir encore comme... J'avoue que c'est un petit peu angoissant quand même. On va suivre Mallory. Alors, Mallory, elle sort d'une cure de désintoxication. Elle est tombée dans la drogue, on ne sait pas trop pourquoi. On va la prendre par la suite, parce qu'elle porte, c'est pareil, voilà. Alors ça renforce le côté addictif du roman, qui a déjà un côté très page-turner, avec ses dessins d'enfants un peu mystérieux. Et elle, qu'est-ce qu'elle porte comme secret qui l'a poussée à se droguer? Donc on aura la réponse, bien sûr, mais vers la fin du roman, hein, vous en doutez bien. Et puis elle est embauchée comme jeune fille au père par un couple assez aisé pour s'occuper de leur petit garçon. Alors, c'est dans le cadre d'une réinsertion. La mère est plutôt pour, puisqu'elle-même travaille en hôpital et s'occupe de réinsérer des gens. Le père, lui, on ne peut pas dire qu'il saute de joie à l'idée que son petit garçon soit surveillé par une ancienne toxico. Bon, pour finir, c'est quand même accepté. Donc, elle loge sur place. Elle a une petite maison à côté de leur maison. Bon, c'est des gens qui ont énormément d'argent. Donc, ils ont une grande maison, une piscine, une petite maison pour les amis ou pour les filles au père. Voilà. Il y a une grande forêt aussi tout autour. Voilà, vous avez l'ambiance un peu comme ça. Vous avez ce côté très riche et très... qu'est-ce qui se passe derrière les façades de ces gens aisés? Puisque, bah, évidemment, Mallory va vite se rendre compte qu'il y a quelque chose de pas normal dans la mesure où ce petit garçon qui a l'air très bien, alors très bien, en même temps, il a du mal à se faire des amis et il a surtout ses dessins qui sont complètement effrayants. Donc elle commence à se poser des questions. Bon, je ne vais pas trop vous en dire pour pas trop vous spoiler. Moi, je l'ai lu comme un page turner, c'est-à-dire que j'étais pressée d'avoir la suite. C'était vraiment très addictif, c'était bien fait à ce niveau-là. Mon seul regret, je dirais, c'est que on sait très rapidement vers où va aller le récit. Alors, on n'a pas les tenants, les aboutissants. Il y a plein de choses qui restent mystérieuses, mais on sait vers quel genre ça va aller. Donc moi j'aime bien quand ça reste un petit peu plus sur la corde raide, si on ne sait pas si ça va être un thriller psychologique, fantastique, si la personne, voilà, en plus il y a toujours le doute, la Mallory, c'est une ancienne toxico, on se dit est-ce qu'elle pète un plomb en fait, voilà, avec tout ce qu'elle a pris. Il y a toujours ce mystère-là qui reste, donc c'est assez passionnant. Et voilà, j'aime bien savoir, est-ce que c'est elle qui pète un plomb? Est-ce que c'est des gens qui la manipulent? Voilà, puis vous avez les plot twists à la fin qui sont voilà, auxquels on ne s'attend pas. Et moi, j'adorais la scène de la douche. Alors, c'est pas Psychose, hein, je vous rassure. Mais là, j'avoue, bien Mallory, je l'ai admirée parce qu'elle est restée très stoïque. Alors qu'il y avait la police à côté. J'ai adoré cette scène. Voilà, donc... Ouais, mon seul petit regret, c'est qu'on sait voilà, vers quel genre de récit on va aller. Mais sinon, franchement, c'est un véritable page-turner. C'est vraiment très prenant. Vous avez, voilà, vous tournez les pages très vite. Vous savez que vous allez tomber sur des dessins qui vont vous effrayer. Mais vous voulez savoir pourquoi ce petit garçon dessine ce genre de dessin. Voilà, et puis Mallory, elle va un peu être mise à mal. Parce que les parents vont finir par se dire, mais elle nous fait quoi la Mallory là? Sans compter qu'à côté de chez eux vit une soi-disant voyante qui va rajouter, voilà, mettre de l'huile sur le feu. Donc ça donne vraiment un roman très addictif, très prenant, qui fait à peu près 400 pages. Bon, c'est très aéré, hein. J'ai failli vous spoiler en vous mettant un dessin. Oui, c'est très aéré. Ça se lit très bien. Je vous dis en plus, en ce moment, il est en poche, donc profitez-en. Il est peut-être même trouvable en poche d'occasion. Alors, j'ai lu aussi en... Tout ça, ça c'est des lectures, ça c'est une lecture personnelle. Ça c'est une lecture personnelle aussi. C'est le livre que j'avais mis dans ma pile 12 mois, 12 livres. Non, c'était pas ça. C'était dans non, c'était dans la pile Les Nuits du hasard organisée par Il est bien ce livre où vous piochez un numéro au sort et voilà, vous avez préparé votre liste de livres de 1 à 12 et vous tirez un livre au sort. Là, c'est tombé sur Harry Potter et l'enfant maudit que j'ai depuis qu'il est sorti, parce que mon mari me l'avait offert. Je n'avais jamais lu la suite. Ça se passe combien d'années après la dernière série de romans? Je ne sais plus combien d'années après ça se passe, une dizaine d'années. Voilà, après les événements des reliques de la mort. Alors, je ne sais pas si vous avez lu Harry Potter. Je vais vous dire des choses, mais peut-être faire attention si vous n'avez pas lu Harry Potter. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas encore tout lu, donc je vais faire attention à ce que je dis quand même. Alors, franchement, ouais, mais non, quoi. Était-ce bien nécessaire de faire une suite, surtout c'était sous forme de pièce de théâtre? Alors en fait, voilà, ça a été créé par John Tiffany et Jack Thorne.
d'après une histoire originale de J.K. Rowling, hein, qui est l'autrice de Harry Potter. Mais voilà, scène de théâtre, voilà, c'est ça, c'est des dialogues très courts. Je ne vous montre pas trop pour pas vous spoiler, mais en plus, les phrases sont très courtes. Alors, ce coup, c'est un tel qui parle, il dit une phrase. Après, des fois, par moments, c'est un peu... Ça va trop vite, ça va trop vite. Et puis, franchement, était-ce nécessaire de refaire quelque chose après Harry Potter, je suis pas sûre. D'ailleurs, je vois tous les grands fans de Harry Potter, parce qu'à chaque fois, il y a des nouvelles collections, nouvelles éditions qui ressortent. Je vois que celui-ci ne ressort jamais ou très peu. On le voit très peu passer, les gens en parlent très peu. Parce qu'effectivement, c'était pas nécessaire. Alors, la couverture est très belle, hein, avec un nid, avec un enfant dedans. Il date quand même, ce livre, il est déjà pas mal. Vous avez déjà une surimpression, soft touch, enfin, c'est pas mal. Voilà, l'enfant maudit, donc évidemment, on se demande si c'est un enfant qui est maudit par Voldemort. Est-ce que Voldemort aurait un descendant? Voilà, c'est un peu les questions qui se posent sans trop rentrer dans les détails. Parce que c'est vrai qu'à la fin des Reliques de la Mort, en fait, vous les voyez, vous revoyez les personnages quelques années après. Là, ça se passe encore après. Donc, je sais qu'il y a encore des gens qui lisent les Harry Potter, donc je ne vais pas trop en dire. Mais c'était sympa, ça se lit très vite. Mais voilà, je vais le garder hein, quand même pour avoir tous les Harry Potter. Mais franchement, ouais, c'était pas forcément nécessaire. Alors, la pièce a été jouée au Royaume-Uni. Je sais pas si elle a été jouée ailleurs. Je pense qu'elle a dû avoir des succès. Ça devait être sympa de retrouver sur scène les différents personnages de Harry Potter, de les voir adultes. Mais après, le lire, puis voilà, c'est pas une pièce de théâtre super transcendante, quoi. C'est pas... Ça aurait été un roman, ça aurait été plus sympa, je pense. Mais bon, après, c'est vrai qu'ils ont fait une pièce de théâtre. Ça, c'était une belle initiative. Mais ouais, après, la vente, ouais, c'était un peu surfé sur la vague d'Harry Potter. Et on est sûr qu'on va les vendre, ceux-là. Donc, c'est bon, on le fait. Voilà, c'est pas, ça n'apprend rien de spécial, si ce n'est qu'on voit les relations, différentes relations entre Harry, Hermione, Ron, Drago, voir comment elles ont évolué. Voilà, les relations familiales, qui fait quoi maintenant dans le futur, voilà, qu'est-ce que sont devenus ces adultes. Puis il y a une chose qui m'a un petit peu heurtée, que j'ai pas trop comprise par rapport à Dumbledore. J'ai pas trop compris. Alors, il faudrait peut-être que je relise les romans pour bien comprendre. C'est un aspect plutôt un peu psychologique, comme si Harry reprochait un peu à Dumbledore de ne pas l'avoir assez aimé quelque part. Alors que Dumbledore l'a toujours protégé. Puis Dumbledore, c'est pas son père non plus. Hein, donc, oui, c'est vrai qu'il fait, voilà, il fait figure de père un petit peu, mais il n'est pas le seul. Il a aussi des amis, il a aussi des professeurs. Mais on revoit Rogue aussi, donc c'est sympa. Voilà, parce qu'il y a un voyage passé-présent aussi, voilà, je vais vous expliquer un petit peu. Donc ça aurait peut-être été plus intéressant en roman plutôt que là en pièce de théâtre où effectivement bah, ça va trop vite quoi. Voilà, on passe d'un dialogue d'une personne à l'autre de façon trop rapide. C'est pas, voilà. Bon, pour moi, c'est pas le gros plus. Je pense qu'il est sorti en poche. Si vous voulez le lire, je vous conseillerais, bon, peut-être pas dépenser. Alors, à cette époque-là, il coûtait quand même déjà 21 euros. Hein. Donc, c'est de quelle maison d'édition d'ailleurs, ça? Gallimard Jeunesse. Peut-être qu'il est en poche. Si vous voulez vraiment le lire, que vous avez aimé Harry Potter, ça peut valoir le coup. Mais bon, peut-être pas dépenser 21 euros comment? Pour ça. Bah, pour une fois, j'ai été vite dans mes lectures. Je suis étonnée. Je suis étonnée. Du coup, je vais pouvoir vous parler d'un autre livre. C'est bien. Alors, qui est un service presse numérique. Alors, par contre, évidemment, je n'ai plus les prénoms des héros. Ça va être simple. Peut-être que je vais pouvoir le retrouver sur ma tablette en totale improvisation. Faut déjà, je retourne sur Amazon. Hop, qui me casse les pieds parce qu'à chaque fois, il se met sur Amazon Photo. J'ai pas demandé Amazon Photo, moi. Hein. Je pense que c'est mon mari qui a fait une manip. Alors, Amazon. Amazon. Celui-là, je l'avais. Alors, c'est des livres que. Enfin, non, je les ai pas tous chroniqués encore sur. Je vais y arriver. Sur Instagram, j'ai du retard. Enfin, là,
J'avoue que au niveau temps, en ce moment, c'est un petit peu compliqué et du coup, j'ai pas le temps de tout faire. Et donc, j'essaie de me mettre à jour. C'est surtout pour les services presse partenaires, hein, parce qu'ils attendent quand même une chronique. Mais du coup, sur les chroniques personnelles, j'ai pas mal de retard. Voilà, donc c'était pour vous parler du Murmure du vent Cheyenne de Sonia Kourakin aux éditions Plume de Mimi, que j'avais reçu aussi en service presse. Pareil, j'essaierai de penser à vous mettre une petite vignette. Donc là, on va suivre Catriona. On est en 1850. Elle vit en Écosse. Son père est mort et depuis le décès de son père, ils avaient quand même un certain train de vie et ils ont tout perdu. Son père avait notamment investi voilà, dans des investissements foireux, donc ils ont perdu tout leur argent. Catriona, sa mère est malade, Catriona essaie de travailler pour les faire vivre à un minimum, et son frère passe son temps à jouer dans des tripots et à perdre le peu d'argent qu'ils ont, jusqu'au jour où il arrive en disant j'ai acheté des terres en Amérique. Parce que vous savez, 1850, c'est l'époque où on commence à voir les premiers pionniers qui vont se diriger vers l'ouest des États-Unis. Parce que c'est vraiment, il y a énormément de terres. Il y avait les Indiens, mais c'est pas grave, on s'en fout. On va les balayer. Non, c'est pas comme si il y avait personne sur ces terres-là, hein, mais bon, c'est pas grave. En plus, je pense que franchement, vu la grandeur des terres, je pense qu'il y avait moyen pour que tout le monde vive en paix et en harmonie tranquillement. Évidemment, ça, c'est pas fait comme ça. Donc, vu le titre, vous doutez aussi qu'on va parler des Amérindiens. Donc voilà Catriona, par un concours de circonstances, qui part avec sa mère et son frère pour les États-Unis. Donc la traversée va être assez houleuse. Catriona, alors c'est marrant parce que elle arrive donc dans l'est des États-Unis, hein, où là il y a déjà des villes où tout est établi, et elle pourrait vivre dans un certain confort, mais il y a quelque chose, une espèce d'appel de l'aventure. Elle a envie de savoir que valent ses propriétés. Elle a envie d'en savoir plus. J'ai beaucoup aimé ce personnage. J'aime bien l'écriture de Sonia Kourakin. J'avais lu Sous le soleil de la lune que j'avais beaucoup aimé, qui était en deux parties. Apparemment, il y aura une troisième partie. En fait, la première partie, on suit principalement deux personnages. Donc la deuxième, on va suivre un autre personnage. Donc je suppose que le troisième, on va encore suivre quelqu'un d'autre. J'aime beaucoup sa plume et voilà, on se laisse facilement emporter. Et là, voilà, on va suivre Catriona, donc qui va décider quand même d'aller dans l'ouest des États-Unis avec un convoi de pionniers, avec tout ce que ça contient de danger, puisqu'il y a les Indiens qui attaquent évidemment, mais il n'y a pas que, il y a aussi des bandits sur la route. Il y a des gens qui voient d'un mauvais œil des Blancs, hein, que des pionniers viennent s'installer. C'est une femme seule. Bon, ça va, elle trouve protection quand même, on sombre pas dans le glauque, mais voilà, c'est quand même une femme seule aussi. Et puis, voilà, elle va se retrouver avec une propriété un peu paumée, sachant que comme elle a quand même eu un train de vie assez élevé, bon, elle a dû travailler de ses mains, mais je crois elle faisait de la couture. Mais après, je veux dire, le reste, s'occuper d'un champ, d'un potager, d'animaux, que dalle, nada, elle sait pas. Donc, on se demande comment elle va s'en sortir. Et puis, bien sûr, elle va faire la rencontre d'un Indien. Et là, les choses vont un peu changer. Bon, je vais m'arrêter là pour pas trop vous en dire. Mais voilà, j'aime beaucoup le côté, le souffle romanesque et d'aventure qu'il y a dans ce roman, parce qu'il s'agit d'une romance, mais voilà, j'aime bien parce qu'on se retrouve à une époque, j'aime bien les romances un peu historiques, voilà, qui nous replacent dans un contexte. Et là, on va suivre effectivement tous ces pionniers qui rêvaient d'un meilleur monde, d'un meilleur avenir pour eux, pour leur famille, parce que voilà, ils quittaient leur pays d'origine, que ce soit l'Écosse ou ailleurs, parce qu'ils vivaient dans la pauvreté et ils espéraient, on leur promettait des terres fertiles, qu'ils allaient pouvoir cultiver comme ils voulaient, enfin voilà, la liberté de compte à rendre à personne, sauf que c'est pas aussi simple. On voit aussi le point de vue des Amérindiens, hein, la façon dont ils ont été traités par les Blancs, la façon dont ils ont été décimés, la façon dont on a décimé leurs troupeaux enfin c'est pas leurs troupeaux, mais les troupeaux de bisons, et qui était une de leurs principales sources de vie et de survie. Voilà, donc on a tous ces points de vue-là, et c'est vraiment intéressant. Je sais pas si l'autrice, ouais, il y a d'autres personnages, je sais pas si elle pourrait écrire sur d'autres personnages, mais ce serait intéressant aussi de développer, je pense, sur d'autres personnages, ou de retrouver aussi les personnages
de cette romance historique et pleine d'aventures. Ouais, donc je pense que je vais m'arrêter là. Pour une fois, je suis contente, je suis allée assez vite. J'en ai encore beaucoup à faire, mais j'en ai encore une de en février. Après, il y en a que j'avais fait un petit peu en avance. Ouais, donc le prochain, ça devrait être les lectures de mars, j'espère. J'espère, parce que là, je prends vraiment du retard et voilà, vous voyez, j'ai oublié les prénoms. Alors déjà, je retiens pas les prénoms, mais alors là, quand c'est des trucs qui datent de 2 3 mois, c'est même pas la peine. Alors quand vous avez le livre papier sous les yeux, ça va encore, mais sinon, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous connaissez, comme d'habitude, certains de ces romans et quelles sont vos lectures actuelles. Je vous laisse ici, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite comme d'habitude de belles aventures livresques qui surtout portez-vous bien, faites bien attention à vous. Je vous embrasse bien fort, bye bye.